Dans ce troisième chapitre, on va parler des milieux arides et semi-arides. Donc, on commence tout d'abord par définir ces zones. On appelle une zone aride communément, ou bien de façon générale, les régions arides, on les appelle les déserts. Ces régions arides définissent ou bien représentent des régions qui reçoivent moins de 20 à 25 cm de pluie, soit 200 à 250 mm de pluie par an. Et donc, c'est une région dans laquelle on va trouver peu ou pas de végétation, parce que la quantité d'eau qui est reçue, ou bien que cette région reçoit, n'est pas assez importante pour qu'on puisse avoir une végétation très développée. Donc, lorsqu'on a une zone aride, cette zone aride, bien évidemment, peut être entourée d'une autre région qu'on appelle une zone semi-aride, dans laquelle la quantité de précipitations qu'on va recevoir est nettement supérieure. Et donc, cette quantité de précipitation, elle est comprise entre 25 à 50 cm de pluie par an, soit 250 à 500 mm de pluie par an. Et par conséquent, ces régions-là, ces régions semi-arides, normalement, doivent recevoir plus de précipitations que la région aride ou bien que la région déserte. On commence tout d'abord par définir le mot désert. Donc ce mot-là, il laisse toujours penser qu'on a des dunes de sable, qu'on a une forte chaleur et tout ça. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le mot désert est attribué à une région en fonction de la quantité de précipitations qu'elle reçoit. Et du coup, on peut trouver ces déserts dans des régions qui sont naturellement froides, comme bien évidemment dans le nord du Canada, le nord de la Russie qu'on appelle la Sibérie, et bien évidemment tout le pôle sud ou bien ce qu'on appelle l'Antarctique, et bien évidemment d'autres régions. Ces régions-là qui sont désertiques, elles sont caractérisées bien évidemment par des végétations. Lorsque la végétation existe, bien sûr, cette végétation doit être sel tolérante, c'est-à-dire elle tolère le sel. Et d'où vient ce sel? Donc ce sont des régions qui sont sèches, donc on peut avoir une évaporation importante. Donc cette évaporation-là, elle va laisser la précipitation du sel. Et ce sel-là, donc ces plantes grandissent et se développent sur ce sel-là. Et on dit qu'ils sont bien évidemment, ils vivent en symbiose, si on peut dire ce mot-là, ils vivent en symbiose avec le sel. Donc on les appelle des végétaux sel tolérants ou bien des plantes sel tolérantes. Une autre caractéristique, c'est que ces végétaux, ces plantes qu'on peut trouver dans le milieu désertique, ils ont un système radiculaire très développé pour aller chercher l'eau en profondeur. Donc il y a l'eau, la quantité d'eau, parfois elle est faible, surtout lorsqu'on est dans un désert africain, dans lequel on a aussi la chaleur. La plante elle a besoin d'eau, donc elle va développer ses racines pour aller chercher l'eau plus profondément dans le sol. Une autre caractéristique de plus, c'est que ces plantes, ces végétaux sont caractérisés par des feuilles qui sont très petites pour minimiser la perte de l'eau par transpiration. Et on sait bien évidemment que la plante elle reçoit de l'eau par ses racines et il perd de l'eau par évaporation, par transpiration, bien par le mot global évaporation, à travers les petites ouvertures, les petits pores, les petites ouvertures qui se trouvent dans la partie superficielle de ces feuilles qu'on appelle bien évidemment les stomates. Donc pour les déserts, on peut dire quelques généralités ou bien quelques notions générales sur les déserts. Donc les déserts ont une apparence distinguée parce que le climat aride qui y règne, c'est-à-dire qui règne dans les déserts, contrôle les processus d'érosion et de sédimentation et leur taux d'action. Malgré qu'il pleut rarement dans le désert, le courant est un agent responsable de la sculpture du sol, c'est-à-dire le façonnement. L'eau qui va aller dans ces régions arides, lorsque l'eau arrive, elle va aller faire bien sûr de l'érosion, elle va donner des formes un peu spécifiques, parfois exotiques pour cette région-là. Donc on dit que l'eau qui court ou bien l'eau courante, elle est responsable de la sculpture du sol. Les crues soudaines, les crues qui arrivent souvent brusquement, comme dans la région d'Arachidia, elles provoquent la plupart des phénomènes d'érosion et des sédimentations dans le désert. Même si ces crues ne sont que
très peu fréquentes, ou bien on dit ces crues sont des phénomènes rarissimes. Donc je répète, on n'a pas assez d'eau, on n'a pas assez de précipitations dans les déserts, par exemple la région de Rachidia, mais les pluies qui vont arriver, ce sont des pluies qui peuvent engendrer des précipitations soudaines. Pourquoi on va avoir ces inondations, ces crues, ces inondations? Parce que parce que le sol, il est déjà sèche, donc l'eau n'a pas assez de temps pour pénétrer dans le sol, pour qu'il soit absorbé par le sol. Donc l'eau va s'écouler rapidement selon, bien sûr, si on a une pente importante, il va s'écouler et au moment de son déplacement, voilà, il va donc arracher, prendre tout ce qui suit avec lui, donc il va provoquer une érosion et lorsque la force du cours d'eau va diminuer, va s'anéantir, donc il va déposer ce qu'il a déjà pris, ce qu'il a déjà arraché dans le désert. Donc c'est la structure qu'on trouve, donc ce sont les types d'inondations qu'on voit dans la région de Rachidia et vous voyez ces photos qui ont été prises récemment, bien évidemment dans la région de Rachidia, la région de Ouarzazate et la région de Zagora. Donc il ne pleut pas, c'est une région aride, mais lorsqu'il pleut vraiment ça donne des catastrophes. Donc le point principal, comment se forme un désert? Quelles sont les conditions qui peuvent nous donner, si vous voulez, un désert? Donc, les causes principales sont généralement de l'ordre de 3. La première cause, c'est l'effet de la latitude. La latitude, c'est le degré de rapprochement ou bien de l'éloignement de l'équateur. On a déjà parlé au début. Donc, lorsqu'on est à faible latitude, c'est-à-dire proche de zéro, donc on est proche de l'équateur. Lorsqu'on est à forte latitude, à latitude élevée, donc on est très loin de l'équateur, c'est-à-dire on s'approche de la région polaire. Donc s'il vous plaît, il ne faut pas confondre latitude et altitude. Altitude, c'est l'élévation, on remonte dans l'altitude, mais la latitude, c'est le rapprochement ou bien l'éloignement de l'équateur. Est-ce qu'on est proche de l'équateur, donc l'altitude est faible, ou bien est-ce qu'on est loin de la ligne de l'équateur, donc la latitude est très élevée. Donc, l'effet de la latitude, c'est l'une des causes principales qui peut donc engendrer la formation d'un désert. Le deuxième point, c'est l'effet de la topographie. Et l'effet de la topographie dans la formation de désert, il joue bien évidemment par l'existence d'une barrière qu'on appelle barrière montagneuse. Donc l'effet de la topographie, c'est la même chose que l'effet de la barrière. Et ce qui va donner une zone de l'ombre de pluie. On va expliquer ça plus tard. Le troisième point, c'est l'effet de la continentalité. Et par définition, la continentalité, c'est le degré d'éloignement ou du rapprochement de l'océan. Pour la latitude, c'est le degré de rapprochement ou d'éloignement de l'équateur. Pour la continentalité, c'est le degré de rapprochement ou de l'éloignement de l'océan. Donc si je prends par exemple la ville de Casablanca, elle est sur l'océan, il est sur l'Atlantique. Donc l'effet de la continentalité est très faible, donc faible effet de la continentalité. Par contre, si je prends par exemple la ville de Fès, il est un peu loin par rapport à Casa, donc il est loin de l'Atlantique, Fès, ou bien je prends la Marrakech par exemple, il est loin de l'Atlantique, donc, puisqu'il est loin de l'Atlantique, donc l'effet de la continentalité, il est supérieur à celui du cas de Casablanca, d'Isra, Rabat, Agadir et ainsi de suite. Donc je commence par l'effet de la latitude. Comment la latitude joue pour la formation d'un désert. Donc lorsqu'on voit ce schéma-là, lorsqu'on voit cette figure-là, on voit donc à l'intérieur, le trait à l'intérieur qui divise ce cercle en deux, c'est la ligne de l'équateur. Plus on se déplace vers le nord, on a la latitude 30, on a la latitude 60, et par la suite on a la latitude 90 nord. Si je me déplace vers le sud, j'ai la latitude 30 sud, après j'aurai 60 sud, et après j'aurai 90 sud, qui va correspondre bien évidemment à l'Antarctique ou bien le pôle sud. Donc, la répartition de la plupart des déserts est en relation avec l'air atmosphérique descendant.
Donc c'est quoi l'air atmosphérique descendant? Ça sera expliqué ici. Donc l'équateur, c'est la région qu'on a dit dans laquelle, donc je l'ai dit tout à l'heure, dans l'une des diapos que j'avais passées, que l'équateur il reçoit la chaleur solaire d'une façon plus directe que le reste de la Terre. Pourquoi? Parce que là, la couche atmosphérique traversée par les rayons solaires, c'est une couche qui est faible, c'est-à-dire qui présente une épaisseur très faible. Donc, les rayonnements solaires ne vont pas se perdre dans la couche atmosphérique et du coup, lorsque ces rayonnements arrivent au niveau du sol, ils vont arriver avec une forte chaleur. Donc, dans cette zone, c'est-à-dire l'équateur, l'air atmosphérique se réchauffe et puisqu'il se réchauffe, il va donc devenir moins dense, il va remonter. Ça remonte jusqu'à où? Il remonte de part et d'autre de l'équateur et bien évidemment, on va se déplacer vers le nord et vers le sud pour descendre ou bien pour redescendre vers les deux ceintures ayant la latitude 30 degrés nord et 30 degrés sud. C'est bon. Et il descend au niveau de ces zones-là et juste à titre indicatif, les déserts les plus connus dans le monde et se trouvent au niveau de ces deux latitudes 30 degrés sud. Donc, quand vous voyez sur cette figure-là, vous voyez toujours au milieu, on a la ligne de l'équateur. Vers un peu plus haut, on a la bande bleue. Donc, c'est la latitude 30 degrés. Donc, c'est la zone qui correspond au Grand Sahara. Donc, c'est le Sahara en Afrique. C'est le désert de Tar en Iran. C'est l'Arabie Saoudite, la péninsule arabique. Ou bien, c'est le grand désert du Mexique et de Nevada et Arizona et New Mexico aux États-Unis. Si je prends la même bande, mais côté sud, c'est-à-dire la zone qui correspond à 30 degrés sud, donc on voit les grands déserts comme le grand désert de l'Australie, donc le désert australien, le désert de Namibia, de Botswana et bien évidemment la Patagonie ou bien le grand désert de l'Arctique. Donc cette terre qu'on a dit qui va descendre vers les latitudes 30 nord et 30 sud, une fois qu'il descend, donc il est compressé. Et puisqu'il est compressé, par quoi d'ailleurs il est compressé? Il est compressé par le poids de l'air qui le surmonte. Donc puisqu'il est compressé, il va donc se réchauffer et devient de plus en plus apte à recevoir de la vapeur d'eau. Donc cette humidité qu'il reçoit donne rarement de la pluie. Donc c'est une air qui va descendre de l'atmosphère vers la surface du sol au niveau des latitudes 30 degrés nord et 30 degrés sud. Donc c'est une air qui va descendre. Puisqu'il descend, il va se compresser. Il va donc recevoir de la vapeur d'eau. Et cette vapeur-là, elle provient bien évidemment de la surface du sol qui va juste continuer à perdre son contenu en eau. En effet, les deux ceintures 30 degrés nord et 30 degrés sud sont caractérisées par un ciel clair, plus de soleil, peu de pluie et une évaporation élevée. C'est-à-dire que les zones, les terres qui sont situées au niveau de ces latitudes, elles perdent plus d'eau qu'ils en gagnent. C'est pour cette raison que ces régions-là, elles sont toujours transformées de façon continue ou bien perpétuelle en désert. Ces caractéristiques qu'on trouve ici, donc ce sont les caractéristiques qui donnent donc une zone aride qu'on appelle un désert, c'est-à-dire une région dans laquelle on a beaucoup plus d'évaporation que la pluie qui va tomber. À l'opposé de ces deux ceintures 30 degrés nord, 30 degrés sud, l'équateur est marqué par des masses d'air très pluvieuses. C'est la zone de la remontée de l'air. Et donc au niveau de l'équateur, par opposé, c'est le contraire, par opposé aux ceintures 30 degrés nord et 30 degrés sud, donc l'équateur c'est une zone qui est toujours chaude, parce qu'on a dit que les rayonnements solaires vont traverser une couche atmosphérique moins épaisse, donc c'est chaud, et bien évidemment on a toujours la précipitation. C'est le cas du Gabon, c'est le cas de, si vous voulez, de la Malaisie, de grande partie de l'Inde, ainsi de suite. Donc lorsqu'on voyage par exemple en Indonésie ou bien une partie de la Malaisie, on voit qu'on a la chaleur et on a la pluie en même temps. Donc c'est une région qu'on appelle une région influencée par l'équateur, si vous voulez.
Donc cette aire montante se répandre avec A. Cette air qui remonte au niveau de l'équateur va se répandre dans l'atmosphère et se refroidir en remontant. Donc c'est un gradient décroissant de la température. Et lorsqu'on a un gradient décroissant de la température, donc lorsqu'on remonte, plus l'air remonte vers l'altitude, il va donc rencontrer un gradient décroissant de la température. Un gradient décroissant de la température veut dire que à la partie basale, on a une grande température, plus on remonte en altitude, on a une température de plus en plus faible. Par exemple, à face, on a une température en été, lorsqu'on va y freiner, en été toujours, on va trouver une température faible. Pourquoi? Parce qu'on a remonté en altitude. Donc, cette air qui remonte va se répandre dans l'atmosphère et se refroidit en remontant. En refroidissement, l'air provoque la formation de nuages et par la suite donne de fortes précipitations. On a donc une ceinture de fortes précipitations qui sépare les deux zones qu'on a appelées déserts, que ce soit désert du nord, 30 degrés nord, ou bien désert du sud. Je pense que c'est clair, donc l'effet de la latitude. Pour l'effet de la barrière, c'est aussi très simple. Donc tous les déserts du monde ne s'alignent pas autour des ceintures 30 degrés nord et 30 degrés sud. Donc les déserts qu'on rencontre dans le monde, dans les différents pays du monde, ils ne se trouvent pas tous dans un désert. Ils ne se trouvent pas tous dans les latitudes 30 degrés nord et 30 degrés sud. Donc certains déserts sont le résultat de ce qu'on appelle l'ombre de pluie. Exemple, le désert sud-est marocain, région de Rachidia Merzouga. Donc lorsqu'on va par exemple de Fès à Rachidia, on passe par la plaine de Seyss, donc la plaine de Ra, la plaine de Rab, on a la plaine de Seyss, on a la verdure, on a l'agriculture, et par la suite on va traverser la montagne, l'Atlas, on va traverser le Moyen Atlas, on va traverser le Haut Atlas, et après c'est le désert. Pourquoi on a ce désert dans cette zone? Tout simplement parce qu'on a la montagne qui va jouer le rôle de la barrière, et donc ces déserts-là qui sont formés dans le sud-est du Maroc, donc la région de Rachidia, la région de Ouarzazate, la région de Merzouga, ce sont des déserts qui sont formés par l'effet de la barrière. Donc l'air est chargé de vapeur d'eau suite à une évaporation au niveau de l'océan. On est par exemple au niveau de Casablanca, on est à l'Atlantique. Donc si on a une chaleur, l'air donc sera chargé en vapeur d'eau qui va venir de l'évaporation au niveau de l'océan. Cette air est poussée par le vent elle est poussée à l'intérieur du pays, elle est poussée par le vent jusqu'à ce qu'elle rencontre une barrière, comme au Maroc, le Haut Atlas. Cette barrière de Haut Atlas, qu'est-ce qu'il va faire? Donc l'air qui est chargé en vapeur d'eau ne pourra pas traverser la barrière. Donc il est obligé de s'élever. Plus il s'élève, plus il se condense. La condensation, vous savez, la condensation, c'est la transformation de l'état vapeur à l'état liquide. Donc, elle s'élève, elle va se condenser, elle va donc donner des... Ces nuages qui sont chargés en eau, ils sont très denses, donc il est dense, donc il est lourd, donc il ne peut pas traverser le sommet de la montagne, et par la suite, ils vont engendrer des précipitations. La masse d'air libérée de son contenu en eau, c'est-à-dire lorsque le nuage va donner toute la précipitation la précipitation en fonction de sa charge, on va avoir une masse d'air qui est libérée de son contenu en eau et qui va devenir légère. Pourquoi légère? Parce qu'il s'est libéré de son contenu en eau. Donc il va traverser la montagne et il va descendre sur l'autre versant, sur l'autre côté de la montagne. Et lorsqu'il descend, c'est comme tout à l'heure, lorsqu'il descend, il va se comprimer. Et qui dit se comprimer, il va devenir chaud. Et donc il va provoquer l'évaporation avec peu ou pas de pluie sur cette partie de la montagne. Cette partie sèche, c'est-à-dire la partie sèche qui est de l'autre côté de la montagne, l'autre pente de la montagne, cette partie sèche de la montagne est appelée zone. Donc comme vous voyez sur cette figure-là, donc sur la figure, donc je prends la figure d'en haut. Donc on a l'évaporation au niveau de l'océan. Cette évaporation va libérer de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau sera incorporée dans l'air. L'air va donc aller vers le continent. Vous voyez les flèches rouges, va aller donc à droite.
plus lorsqu'il rencontre la barrière, il ne peut pas pénétrer dans la barrière, donc il va remonter. Plus il remonte, il va trouver des températures de plus en plus faibles parce qu'on a un gradient d'équation de température. Donc on va avoir formation, on va avoir le phénomène de condensation, c'est-à-dire la vapeur d'eau qu'on a au-dessus de l'océan sera transformée en liquide, sera transformée en des gouttelettes d'eau qui vont former le nuage. Le nuage donc sera chargé en eau, et je passe à la deuxième figure. Le nuage sera chargé en eau, et qu'il est chargé en eau, il va devenir très dense, il ne peut pas donc traverser la montagne, donc il va se libérer de son contenu en eau. Et l'air qui va rester, c'est une air qui est un peu sec parce qu'il a s'est libéré de son contenu en eau. Et il va descendre sur le versant. Et lorsqu'il descend sur la deuxième pente, c'est-à-dire sur la pente de droite, donc il va se comprimer. Et qui dit comprimer, donc il va donc devenir chaud, donc il va provoquer l'évaporation. Et du coup, puisqu'on a une région qui ne reçoit pas l'eau, mais par contre il perd de l'eau par évaporation. Donc, c'est la caractéristique d'une zone désertique. Et c'est ce qui explique le fait que dans une région qui donne par exemple au Maroc, la région qui est ouverte vers l'Atlantique, lorsque je viens de l'Atlantique jusqu'au Haut Atlas, donc on va trouver plusieurs plaines, plusieurs zones agricoles, plusieurs zones vertes. Mais lorsque je vais traverser le Haut Atlas, donc on a donc pratiquement que le désert. Bien évidemment, on a quelques irrigations actuellement au Maroc parce qu'on a des barrages. Mais avant, il n'y a que le désert absolu. Ces structures-là, ça se trouve partout dans le monde. C'est-à-dire, lorsqu'on a une grande montagne, la partie de cette région-là qui est entre la montagne et la mer, cette région, c'est une zone normalement verte parce qu'il y a la pluie. Mais l'autre partie de la montagne, l'autre pente qui n'est pas ouverte sur la mer, c'est une région qui forme ce qu'on appelle un désert, et c'est ce qu'on appelle l'effet de la barrière ou bien l'effet de la... J'espère bien que c'est clair. Maintenant, on va parler de l'effet de la continentalité. Donc, l'effet de la continentalité, je redéfinis un peu la continentalité. La continentalité, donc, c'est le degré de rapprochement ou bien de l'éloignement de l'océan. Donc la plupart des pluies proviennent des eaux évaporées à partir de l'océan, parce qu'on sait que l'océan, c'est le grand réservoir d'eau sur lequel, lorsqu'on fait agir le rayonnement solaire, il va libérer donc de la vapeur d'eau. Donc cette vapeur d'eau se perd dans l'atmosphère avant d'atteindre la région continentale, c'est-à-dire qu'il se trouve à l'intérieur du continent. Donc si je prends par exemple le cas de la Mauritanie, le cas de la Mauritanie, c'est la même chose que le Maroc, il est ouvert sur l'Atlantique. Normalement, la Mauritanie doit avoir beaucoup d'évaporation. Pourquoi beaucoup d'évaporation? Parce qu'il se trouve vers basse latitude par rapport au Maroc. Donc beaucoup d'évaporation. Mais lorsqu'on voit la Mauritanie, on ne voit pas de zone verte, ce n'est pas un pays agricole, tout simplement pourquoi? Parce que la vapeur qui se forme au niveau de l'Atlantique, il est poussé à l'intérieur de la Mauritanie, mais on n'a pas les montagnes, on n'a pas l'effet de barrière qui va stopper, et qui va former, qui va aider à la formation du nuage et par la suite donner de précipitations. Donc cette vapeur-là, elle va se perdre. Plus elle entre dans le pays, plus il se perd, c'est-à-dire plus qu'il s'éloigne du continent de l'océan, plus il va se perdre et donc on va avoir formation d'un désert. Et le désert le plus connu dans le monde qui est formé par l'effet de le désert de Gobi, donc vous voyez dans cette figure, dans la partie nord-est, en haut à droite, vous voyez le désert de Gobi et le désert de Mongolie. Donc ces deux déserts-là, plus bien sûr le désert de l'Asie centrale, donc l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan. Donc tous ces déserts-là, ils sont formés par ce qu'on appelle l'effet de la continentalité. Donc c'est juste une région qui ne reçoit pas de vapeur d'eau. Donc ce sont des régions qui sont toujours chaudes et qui dit chaude, ça tend plus vers l'évaporation que, ils vont avoir ou bien vont recevoir de l'eau. Donc il active directement l'évaporation et ça donne directement ce qu'on appelle un désert, mais cette fois-ci qui est formé par l'effet de la continentalité. Donc pour le désert,
on a un mode de transport un peu différent, donc c'est pour cette raison-là j'ai insisté à indiquer le mode de transport dans les déserts. Donc ce mode ou bien si vous voulez, dans ces régions-là, dans la région désertique, le vent est le principal facteur de l'érosion tout d'abord, et c'est le premier, et c'est le facteur aussi principal pour le transport des matériels ou bien du matériau érodé. Donc si ce vent-là peut agir si efficacement pour éroder et transporter les particules, c'est que la végétation est pratiquement rare et quasi absente et très rare pour pouvoir retenir ces particules et les stabiliser. Le vent qui balaye la surface du sol entraîne donc facilement ces particules. Les particules, c'est quoi d'ailleurs les particules? Ce sont les morceaux, ce sont les parties qui sont érodées des roches ou bien des sols qui ont subi le mouvement du vent. Donc ces particules sont transportées selon trois modes en fonction de leur taille. C'est-à-dire, si on a une particule, en fonction de sa taille, on peut trouver donc différents modes de transport en fonction, comme je viens de dire, de la taille. Lorsqu'on a la particule érodée, elle est très fine, donc si elle est très fine, elle sera transportée en suspension. Si on a une particule très grande, de grande taille, donc de grosses particules, elles sont transportées par roulement, c'est-à-dire elles seront poussées par le vent à la surface du sol. Mais si on a des particules intermédiaires, c'est-à-dire entre les particules fines et les grosses particules, donc elles seront transportées par ce qu'on appelle le phénomène de saltation, c'est-à-dire transport par saltation. C'est-à-dire le vent va prendre une particule, il va la prendre comme par exemple, il va la prendre comme en suspension, elle va tomber parce qu'elle a une taille moyenne, elle tombe, elle est reprise plutôt par le vent, elle tombe encore et ainsi de suite. C'est comme un transport par des pas. Donc on a trois modes de transport: suspension pour la particule très fine, saltation pour les particules de taille moyenne et roulement pour les particules les grandes ou bien les grosses particules. Je répète, saltation, c'est que le vent va prendre une particule et va la transporter comme un transport par suspension. Elle va tomber parce qu'elle a une taille moyenne, elle n'est pas fine. Il va la reprendre encore, elle va tomber, il va la reprendre encore, elle va tomber. Donc ce qu'on appelle transport par saltation. Pour les roulements, ce sont les particules de taille un peu grosse, donc le vent ne peut pas les transporter parce qu'elles sont lourdes, donc il va les pousser. Il va les pousser doucement, c'est ce qu'on appelle transport par roulement. Tout à l'heure, on a parlé des paysages désertiques, des paysages glaciaires. Maintenant, on va essayer de donner un exemple de paysage, si vous voulez, donc paysage désertique. Donc, dans les déserts, je répète, le vent est l'agent essentiel de l'érosion, du transport et du dépôt. Le vent va éroder par déflation et par corrosion, en déterminant la formation des règles, c'est-à-dire cette érosion-là va former ce qu'on appelle les règles. C'est un terme désertique, donc les règles, ce sont des régions qu'on trouve dans le désert, donc la région de Rachidia, surtout la région de Mahani al-Ghazlan, la région de Zagora, on trouve les règles et les chutes. Les accumulations éoliennes constituent des dunes aux formes très variées. Donc les accumulations éoliennes, c'est-à-dire les accumulations qui ont eu lieu par le mouvement du vent. Le mouvement du vent, on l'appelle éolien, un mouvement éolien. Éole, c'est le dieu du vent dans la mythologie grecque. Donc dans les Grecs anciens, le dieu du vent, ça s'appelle éolien. Donc le mot éolien représente, ou bien c'est juste substitue le mot vent. Par contre, j'ai dit tout à l'heure que le vent érode par déflation. C'est quoi la déflation? Et on a dit par corrosion, c'est pas corrosion, corrosion. Donc c'est quoi la déflation? C'est quoi, si vous voulez, la corrosion? La déflation, on parle de déflation lorsque les grains
dimensions sont emportées par le vent. La plupart du matériel érodé transporté entre 0, la plupart du matériel qui a été érodé est transporté. Il est transporté entre 0 et 0,3 mètres au-dessus de la surface du sol. Donc le vent il transporte ces particules, mais ces particules en déplacement, lorsqu'ils touchent une roche ou bien la surface du sol, elles vont avec leur force de déplacement, elles vont eux aussi provoquer une érosion. Par contre, la corrosion est le façonnage des roches par des grains de sable, par exemple le quartz, et ils sont transportés par le vent. C'est le phénomène d'abrasion par l'eau et le vent. Donc la corrosion, c'est le façonnage, c'est-à-dire c'est la forme qu'on va donner à une roche par une roche suite bien évidemment aux influences ou bien suite à l'attaque de cette roche par des grains de sable, notamment le quartz. Donc lorsqu'on a un vent qui transporte du sable et lorsque le sable est très riche en quartz, au moment de son déplacement, ce vent il va façonner, il va éroder, il va structurer, il va donner une forme très particulière à cette roche-là. Donc c'est ce qu'on appelle bien évidemment la corrosion. Donc les accumulations éoliennes, c'est-à-dire les accumulations de sédiments qui sont érodés et transportés par le vent, donc éolien, ils constituent des dunes, et ces dunes-là peuvent avoir différents types ou bien des formes très pour ces dunes en croissant, ou bien ce qu'on appelle les barcanes. Donc les deux branches. Ici, lorsque les barcanes, c'est-à-dire les dunes précédentes qu'on a vues dans la diapo précédente, lorsque ces dunes-là sont alimentées de façon continue en sable, donc ces dunes-là peuvent donc se transformer en ce qu'on appelle des dunes transversales. On voit dans les dunes transversales, en comparaison avec les dunes précédentes, que ces dunes-là, elles sont perpendiculaires à la ligne ou bien sont perpendiculaires à la direction du vent. Donc elles sont perpendiculaires et ces dunes-là sont formées bien évidemment par augmentation de taille et de dimension, et cette augmentation de dimension est due bien évidemment à l'apport ou bien à l'alimentation en continu en sable. Ici, on est en train de voir ce qu'on appelle les dunes longitudinales. Et lorsqu'on voit la figure, ici, on voit que la direction des dunes, elle est parallèle à la direction du vent. Donc, ces dunes longitudinales, ils laissent entre elles un couloir, une vallée, comme une sorte de vallée, un vide entre les dunes qu'on appelle un glacis. Et donc, c'est l'exemple, bien évidemment, des dunes longitudinales qu'on trouve dans le paysage saharien marocain, c'est-à-dire dans le sud-est du Maroc, et dans lequel on a ce qu'on appelle les ergs. Donc, dans cette diapo-là, c'est un autre schéma, un autre type de dunes. On voit ici que les branches, ou bien les arcs de la dune, ils sont ouvertes vers le sens contraire de la direction du vent. C'est ce qu'on appelle les dunes paraboliques. Et comme bien évidemment dans le milieu glaciaire, on a dit que l'érosion par l'eau, si vous voulez, on parle de l'érosion ou bien la dissolution du glacier ou bien du milieu glaciaire peut donner naissance à ce qu'on appelle les icebergs. Ici, dans le milieu aride, c'est-à-dire dans le milieu désertique, on a des structures schématiquement analogues, se ressemblent, mais ici c'est dans le domaine désertique, et ces structures-là, on parle de Inselberg. Donc ce sont des formes d'érosion qui se trouvent à l'intérieur du continent et qui sont constituées de reliefs isolés qui ont une hauteur qui peut aller de quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres et qui sont à la surface de la plaine.
Donc, ce sont des structures qu'on voit dans les milieux désertiques, notamment dans le sud, quelques figures dans le sud marocain, dans le sud algérien, dans les Hogars, et bien évidemment dans l'Arizona et les États-Unis. Donc, on voit dans la figure en bas les structures actuelles et le schéma en haut, c'est la structure qu'on avait avant, bien évidemment, que l'érosion puisse entailler donc cette formation-là. Et donc, l'érosion a été très active. Elle a laissé la structure qu'on voit donc dans la photo inférieure, la photo d'en bas. Donc, sur ce, je